Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Nous recevons aujourd'hui au micro de Radio Arson Sophie Orlando. Elle inaugure le premier volet d'une série de podcasts intitulée « Une bibliothèque peut en cacher une autre », série où nos invités, en réponse aux propositions faites par la bibliothèque de la Villa Arson, reconstituent leur bibliothèque personnelle et professionnelle. Sophie Orlando est autrice et chercheure. Elle enseigne l'histoire de l'art à la Villa Arson. En 2016, elle publie British Black Art, une histoire de l'art occidental en débat, puis conduit la monographie de la plasticienne Sonia Boyce, Thoughtful Disobedience. Elle prépare actuellement un livre issu de son doctorat d'histoire de l'art, La fabrique des récits de l'art au Royaume-Uni, 1980-2010. Elle termine également la co-direction du livre Les fourmis courent en deux sens, à paraître début 2024, avec l'artiste Catherine Strobel. Elle dirige désormais une collection d'ouvrages intitulée La surface des manges, à propos des pédagogies critiques. Enfin, son livre La part affective sortira bientôt aux éditions Paraguay. Il s'agit d'un récit pédagogique semi-fictionnel. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux nous parler des livres qui sont autour de toi quand tu es chez toi dans ton espace de travail ? Oui, alors justement c'est vraiment très important pour moi la bibliothèque. D'abord je dois dire que je n'ai pas réussi, parce que je vis à Paris, à réunir tous mes livres au même endroit. Voilà, donc néanmoins je suis entourée de livres quand je travaille. Donc j'ai une partie de ma bibliothèque très littéraire qui est restée dans le sud de la France, puisque j'ai grandi dans le sud de la France. Donc c'est une bibliothèque, celle-ci, qui est composée, qui a été constituée à partir des propositions des professeurs que j'ai eues à ce moment-là, et qui est très importante pour moi, parce que pendant mon enfance jusqu'à ce que je devienne autrice, moi-même, en fait, ce sont beaucoup les relations que j'ai eues avec des gens, des relations pédagogiques, des relations affectives qui m'ont fourni en livres. Et dans cette bibliothèque, j'ai une énorme collection de livres des éditions de Minuit, avec beaucoup de textes de Claude Simon, Alain Robbe-Grillet et Marguerite Duras, parce que j'ai eu la chance de prendre des cours avec Michel Bertrand, qui est professeur de littérature à Aix-en-Provence. Et au même moment, je prenais aussi des cours avec Garde Tamine, qui était une professeure de linguistique décédée en 2007, qui a été vraiment très importante aussi pour moi. Et donc ces deux professeurs dont je suivais les cours à cette période m'ont initiée d'une part à la littérature, le nouveau roman, cette littérature qui compose vraiment des liens entre peinture, image et texte. Et donc Topographie d'une cité fantôme d'Alain Robbe-Grillet, pour moi c'était hyper important à ce moment-là, parce qu'il y a un système de montage d'images, des cartes, comme des cartes à jouer qui se déploient dans le livre et qui constituent une méthodologie d'écriture aussi. De la même façon, Claude Simon, Le Vent, fonctionne comme ça. Donc j'ai vraiment une mémoire aussi très vive de ces livres qui relient intensément la forme visuelle à la forme d'écriture, à la poétique. Et ça, j'ai ensuite fait un mémoire sur Marguerite Duras. Donc à partir de là, c'était vraiment noué, ce lien entre image et texte. Et par ailleurs, avec Joëlle Garde Tamine, je me suis intéressée à la cognition. C'est une prof de linguistique très précise, spécialiste de St. John Perse. Et moi, je me suis intéressée à Rudolf Arnheim, La pensée visuelle. Et c'est un ouvrage auquel je repensais en venant ici, qui a été crucial pour moi, puisque selon Rudolf Arnheim, c'est la perception qui nourrit notre pensée. Donc il n'y a pas de mémoire et de pensée sans perception physique. Et c'est au cœur de ce que je fais aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment au cœur de la manière dont j'enseigne et dont je réfléchis à la relation entre
art contemporain, pas forcément contemporain d'ailleurs, mes relations aux arts et à la littérature, qui est toujours au cœur de mon travail. Et donc je dois remonter un peu en amont aussi, parce que ça là me fait penser à un autre professeur aussi qui m'a ouvert à un autre champ littéraire, qui est Patrick Quillier, que j'ai rencontré à l'université de Nice. À l'époque, il y avait Patrick Quillier, Éric Marty et Pérès. 3 professeurs de littérature vraiment aussi très exigeants, très précis. Avec Patrick Quillier, c'était extraordinaire, parce qu'on avait des cours dans lesquels il faisait intervenir des musiciens, il nous faisait écouter... C'était un apprentissage de la poésie par le son. Et donc, il était grand lecteur, et donc il nous lisait à haute voix des textes de St. John Perse, d'Odysseus Elitis, et de bien d'autres, et il faisait venir des amis musiciens, ou bien il nous passait de la musique, et donc c'était la synesthésie, parce que moi j'avais à la fois, dans mon régime de perception, les images des textes, les sons, et puis il avait il était plurilingue, donc il arrivait à aussi dans son régime physique à incarner ces mots d'une manière inouïe. Donc là, ça a été aussi extrêmement important pour moi, puisque ça vibrait, quoi. Donc ces textes vibraient. Et j'ai gardé un amour pour ces textes de St. John Perse, et puisque là aussi, St. John Perse fait une littérature très visuelle, très physique, très charnelle, dans Éloge à Crusoé notamment. Et donc j'ai gardé ce lien entre le corps, le son et l'image dans toutes ces années. Alors j'en viens à ta question qui était ma bibliothèque personnelle. Alors chez moi, je suis entourée d'une bibliothèque warburgienne, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque de travail, hein, une bibliothèque qui agence des moments de pensée, et donc qui bouge. Et là, justement, cet été, j'ai fait un grand chambardement de ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, il y a un énorme pan consacré à la littérature anglo-saxonne, et notamment aux arts britanniques, puisque j'ai fait un doctorat sur le sujet. Et à cette époque-là, il y avait très peu de sources précises sur le sujet en France. Donc il m'a fallu acquérir un certain nombre d'ouvrages. Donc j'ai une grosse bibliothèque qui est constituée à la fois d'ouvrages théoriques, mais aussi de catalogues. En fait, c'était important pour moi de pouvoir revoir des œuvres que j'avais vues dans les musées britanniques, mais de continuer à voir, de réitérer ce jeu de regard entre... alors c'était des photographes, des peintres, et je me suis rendu compte très récemment que c'était beaucoup d'art figuratif. Et que cette période, on pourrait dire une période de 10 ans, hein, que j'ai consacrée dans ma recherche beaucoup aux arts britanniques, a été centrée sur des arts très figuratifs, beaucoup d'art social, puisque je me suis intéressée à la manière dont les conceptions de la formation des subjectivités orientaient la production artistique. Le mot qui était utilisé à ce moment-là, en France, en Grande-Bretagne, était celui de l'identité. Un mot brûlant, un mot problématique, qui déchire en fait. Hein, et donc, ouais, je me suis mise à aller... alors là aussi, c'est une période où je ne distingue pas le son et le texte, puisque je passe des heures dans la bibliothèque, la British Library, à écouter des enregistrements faits sur les photographes britanniques. Une archive sonore incroyable de milliers de cassettes de photographes britanniques. Et je me passionne pour ça. Je passe des heures à écouter, à retranscrire des éléments sur l'histoire de la photographie britannique. Alors je sais plus, il y avait plusieurs personnes qui menaient des interviews et qui sillonnaient le territoire britannique du côté de la photographie.
Et là, ce qui me passionnait à revers des livres, on va dire, c'était la dimension palpable, la respiration, les hésitations, le timbre de voix. J'étais vraiment à l'intérieur de cette discussion avec ces personnes-là. Donc, il faut imaginer une petite cabine minuscule dans la British Library avec voilà, le magnétophone. On est vraiment dans les espaces domestiques de chacune en train d'écouter la personne qui parle. Je souligne ça parce que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de distinction entre régime visuel, régime physique et littérature, quoi. Les mots sont à chaque fois là, quoi, en circulation. Et donc, j'ai une bibliothèque avec beaucoup de catalogues, à la fois d'artistes de ce qu'on a appelé le black art, beaucoup d'artistes du black art. Alors là aussi, et quand j'ai commencé mes recherches sur le sujet, ce mouvement était absolument inconnu en France. Et d'ailleurs, quand j'ai achevé cette recherche, il était toujours inconnu en France. Aujourd'hui, 2023, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que quand on pense à art britannique, on voit les figures de Sonia Boyce, Lubain Hamid, les grosses expos et les prix sont décernés en gros à des artistes du black art, que ce soit la Biennale de Venise, le Turner Prize, ou d'autres expos majeures en Grande-Bretagne sont dédiés à des artistes britanniques de ce mouvement-là. À l'époque, je rencontre Eddie Chambers qui me parle d'œuvres qui sont sous les lits, quoi. C'est-à-dire des œuvres roulées sous les lits parce que personne n'en veut, personne ne les regarde. Et là, il ouvre une malle, donc on est en 2006, je pense, 2005-2006. Il ouvre une malle. Je suis chez lui, il m'a invité chez lui, il me fait du thé, il est en chaussettes, il ouvre une malle, et il me sort des catalogues historiques du black art des années 80. Et il me les offre. Donc dans ma bibliothèque personnelle, il y a aussi ces catalogues-là, qui sont d'une valeur à la fois sentimentale, mais aussi historique, quoi. Il me donne une série de catalogues qui m'initient à ce mouvement. Et il me tend la main en me disant vas-y quoi, regarde, c'est intéressant. Il me raconte, là aussi ça passe par le récit oral, il me raconte sa vision du black art. Et je plonge absolument dans cette histoire. Et même si je dédie ma thèse à d'autres mouvements qui sont la photographie documentaire et puis les YBA, les Young British Artists, c'était à la demande de mon professeur Philippe Dagen, qui me dit « Connaissez-vous les YBA, Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas ?» Je dis « Oui, un peu, mais pas trop. » Il me dit « Faites, travaillez là-dessus. » Alors moi, finalement, c'est le mouvement qui va le moins m'intéresser. Donc je vais y consacrer une partie de ma thèse. Mais voilà, mon regard... Enfin, en tout cas, je m'ennuie. Même s'il y a des figures passionnantes comme Sarah Lucas, Tracey Emin et d'autres, je m'ennuie un peu en fait avec cette production artistique qui est très en vogue, très commerciale à l'époque où je l'étudie. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, c'est un peu passé, mais néanmoins on connaît tous et toutes Damien Hirst, il y a une expo à Monaco il y a encore pas longtemps, enfin voilà, c'est vraiment des artistes ou Jeremy Deller qui étaient à cheval entre plusieurs genres artistiques britanniques et qui c'est vraiment... fait sa place dans l'art international. Moi, je m'intéresse davantage à cette contre-culture, en fait, ce qui est, voilà, à des artistes qui, précisément, voudraient entrer dans l'histoire de l'art, mais qui trouvent une porte fermée. Et donc, de la même façon, dans la photographie documentaire, on connaît beaucoup Martin Parr. J'aime beaucoup son travail, j'ai aussi de beaux catalogues dans ma bibliothèque. Mais je m'intéresse à Anna Fox, je m'intéresse à d'autres artistes qui sont un peu en marge de l'écriture d'une histoire de la photographie britannique, ce qui est en train de se faire au moment même où je fais cette recherche. Donc j'ai cette bibliothèque-là, dont, alors étonnamment, visuellement, une sorte d'encadrement de cette bibliothèque. Il y a une place à part dans cette pièce dans laquelle je travaille. C'est la seule bibliothèque entourée de noir. Donc il y a une sorte d'encadrement de ce moment. Mais alors, ça, pas pourquoi, je me rends compte en le racontant. C'est la seule bibliothèque
peinte en noir dans mon espace, le reste est blanc. Donc c'est un moment, une sorte de parenthèse, puisque c'est le moment le plus académique sans doute de ma vie, où je m'efforce à mettre ce corset académique. Enfin, je dis corset parce que la modalité d'écriture est très codifiée. Certaines parties m'intéressent beaucoup, comme la note de bas de page. Moi j'adore la note de bas de page parce que ça permet de faire apparaître une histoire de la pensée et de rendre hommage. Et donc de montrer qu'il y a un relais des généalogies de penseurs, penseuses dans l'histoire et qu'on ne pense pas tout seul, on pense avec. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à aimer la littérature, c'est-à-dire c'est en relation avec des gens. Donc ça j'aime beaucoup, mais par contre je déteste le formatage de cette écriture-là. Et donc autant je peux adorer la littérature théorique, mais j'ai vraiment du mal avec l'obligation d'écrire de cette façon-là, ou des attentes concernant cette écriture. La méthodologie aussi. J'adore la méthodologie, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. J'adore la méthodologie parce qu'il y en a plein, et que suivant où on se trouve, on peut varier. C'est-à-dire, quand on lit un texte de Griselda Pollock, qui est une historienne de l'art féministe, basée à Leeds, et qui, pendant 40 ans, va publier des milliers de textes sur ces liens entre art visuel, formation des canons, pensée de l'affect, pensée du trauma. Là, on a accès à des textes qui ont une rigueur académique dans le sens le plus strict, hein, mais avec cette influence de la psychanalyse, avec une grande liberté aussi, avec sa propre subjectivité, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à parler en son nom. Elle a fait plein d'ouvrages sur des musées virtuels dans lesquels elle assemble en fait des œuvres de manière totalement subjective. C'est son goût en fait, hein. C'est son goût et c'est des motifs qui se répètent qu'elle identifie dans ces œuvres-là, qu'elle assemble et sur lesquels elle écrit. Donc il y a une liberté par rapport à la fabrication d'un corpus qui lui est permise parce que c'est Griselda Pollock. C'est Griselda Pollock, qu'elle est identifiée, qu'elle écrit depuis 40 ans et qu'elle peut se permettre ce genre de choses. Quand on entre à l'université et qu'on commence à écrire un texte, il y a des attentes beaucoup plus rigoristes, en tout cas dans l'université française entre 2006 et 2010. Et donc je pense que c'est aussi une projection de l'étudiant et l'étudiante, c'est-à-dire que moi-même, quand je rentre à l'université, je me dis il faut incarner quelque chose. Il faut devenir cette universitaire. Et alors c'est mal parti, parce que je me dirige tout de suite vers la Grande-Bretagne. Je saute la case de l'apprentissage d'une histoire de l'art française, puisque moi je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art. Je vais directement en Grande-Bretagne, où je viens d'être fille au père pendant un an. Et je me mets je regarde les œuvres britanniques, quoi. Donc moi je me forme visuellement à un art britannique. Quand je suis fille au père, je vis à quelques rues de la Tate Britain, donc j'y passe tout mon temps. Et mon regard se forme à partir de ce que je vois là. C'est-à-dire, c'est un apprentissage visuel, quoi. C'est l'apprentissage par les formes, c'est un apprentissage aussi de mise en cause des catégories du musée. Je m'interroge sur cet espace, quoi. Comme j'écris beaucoup et que je donne cours, la littérature de travail est énorme, quoi. Donc mon temps de lecture dédié à la production d'un enseignement ou d'un texte est vraiment très très important. Sauf que à chaque fois que je me dirige vers la littérature de loisirs, finalement je l'attrape et je la remets dans la littérature de travail en quelque sorte. Par exemple, Radcliffe Hall. Le Puits de solitude, je l'ai lu dans mes étés, voilà, les étés de loisirs, c'est-à-dire je pars parfois quelques semaines et j'emporte des gros livres. Donc je pars avec le Puits de solitude.
je suis partie voilà, plusieurs semaines et je lisais ça avec une lampe torche pour pas déranger les gens avec lesquels j'étais à ce moment-là. Je lisais ça dans la nuit, parfois à 5 heures du matin, parce que je dors pas beaucoup. Et cette littérature-là, donc une littérature féministe, lesbienne, qui était censée ne rien avoir à faire avec ce que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, ne peut pas s'empêcher de se mettre au travail et devient un texte littéraire que j'ai écrit avec Catherine Strobel sur une œuvre qu'elle avait produite pour son exposition à l'espace de l'art concret à Montsartou. Donc c'est vraiment, il y a un passage tout de suite entre ce que je lis, ce que je vois comme œuvre, et ça devient un texte, quoi. Voilà. En fait, j'ai aussi une pensée visuelle, c'est-à-dire que pour écrire, je regarde ma bibliothèque. Donc je mets ensemble des livres dans la bibliothèque, et quand je veux écrire quelque chose, je regarde ce rayonnage, et là, c'est comme si les livres s'ouvraient et se mettaient à parler ensemble, quoi. Et c'est le point de départ, souvent, de l'idée. Ah, donc là, je suis en train d'imaginer la bibliothèque, les rayonnages. Voilà. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis, il y a des parties, il y a une grosse partie sur l'histoire de l'art. C'est-à-dire la composition de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui fait l'histoire de l'art? Donc j'ai beaucoup de livres avec lesquels je ne suis pas d'accord, que je n'aime pas du tout. Notamment sur la mondialisation artistique, c'est-à-dire l'art mondial de l'art. Il y a eu tout ce courant dans les années 60 à 80 qui consistait à imaginer qu'il y a une histoire mondiale de l'art, donc une façon universelle d'évaluer le travail artistique, et donc l'envie aussi de rassembler les œuvres légitimes ou considérées comme étant signifiantes pour toujours dans des ouvrages. Donc il y a un livre de Huguenot, Histoire mondiale de l'art, que je déteste, c'est-à-dire mais dont je me sers tout le temps en fait, parce que pour les étudiants et étudiantes, c'est un point de départ fascinant. Donc ce livre est énorme et raconte une histoire de l'art principalement occidentale, et quand il se réfère à d'autres productions artistiques, les prend dans des moments très spécifiques. Donc on va avoir une histoire de l'art occidental, la préhistoire à nos jours, mais en revanche l'Inde, ça va être juste l'histoire d'un siècle en particulier, de la même façon pour la Chine. Voilà. Donc il y a vraiment, et l'art, voilà, c'est vraiment des sections, des tranches souvent rapportées à la manière dont les artistes occidentaux sont les puisés dans ces œuvres-là. Et d'ailleurs, c'est dans l'introduction qui est rédigée par André Chastel, c'est tout à fait maintenu, c'est-à-dire que c'est un choix, quoi. C'est un choix objectif de sélection des œuvres. Comment les artistes occidentaux en sont venus à connaître l'art du Moyen-Orient au XIXe siècle? Ah, ben ça nous intéresse, on va aller montrer des œuvres de ce moment-là. Donc voilà, il y a des livres comme ça dans les bibliothèques que je n'aime pas, mais qui me sont très utiles. Il y a beaucoup de livres aussi d'une histoire de l'art que je ne pratique pas, c'est-à-dire l'histoire de l'art chronologique. Parce que ça m'intéresse toujours de comprendre comment... l'historiographie, c'est-à-dire comment l'histoire de l'art s'écrit à différents moments, qu'est-ce qui motive l'écriture de certains récits de l'art à différentes périodes de l'histoire. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup d'historiographie, de Michela Passini, qui là fait vraiment une histoire de l'art institutionnelle. C'est-à-dire comment l'histoire de l'art peut être vue par le biais de son institutionnalisation, le moment où l'histoire de l'art est enseignée dans des chaires, au moment où en fait on se pose la question de la transmission, quoi. Le moment où on se pose la question de la transmission, c'est le moment aussi où on décide quelles œuvres sont légitimes
est nécessaire pour d'autres. Au moment où les chaires se constituent, c'est le moment où il y a de la théorie de l'art. C'est-à-dire que c'est un moment où on s'interroge sur comment transmettre l'art, qu'est-ce qu'on choisit, comment on le fait. Donc c'est le moment où se créent deux grands courants de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, pour simplifier, l'histoire de l'art social, en fait, un courant, l'histoire de l'art culturel et social, on va se dire, il y a des raisons externes. L'œuvre est le produit d'une série de causes externes à l'artiste, dans lequel celui-ci ou celle-ci est prise. Et puis de l'autre côté, l'histoire formaliste. Il y a une raison interne, il y a une histoire des formes, et donc ces formes se déplacent, jusqu'à ce que j'en viens à un autre rayonnage de la bibliothèque, qui est la New Art History. New Art History, c'est notre rayonnage de la bibliothèque. Donc c'est une histoire de l'art qui, là, dit attention, l'histoire de l'art est bardée de biais. Et si on commençait à s'interroger sur la manière dont on orientait les choses, et si on le disait clairement qu'il y a des biais, plutôt que de le masquer, au lieu de prétendre que c'est la bonne manière, et donc il faut l'enseigner de cette façon. Donc là, la New Art History, pour moi, est fondatrice de ma pensée. D'ailleurs, c'est celle que je rencontre en allant en Grande-Bretagne en 2005, 2006, et en y passant énormément de temps pendant 10 ans. C'est une pensée réflexive sur la discipline, en disant, qui se nourrit de féminisme, marxisme, pensée anticoloniale, qui va devenir ensuite décoloniale au fil du temps, et nourrie par la pensée de Hélène Cixous, donc beaucoup de féministes françaises, Kristeva, Cixous, mais aussi Stuart Hall, Paul Gilroy, donc la sociologie et les cultural studies britanniques. Cette pensée-là, qui se développe autour de 1982, génère une perspective critique sur l'histoire de l'art. Et c'est comme ça que je vais enseigner ensuite. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, ce qui est vraiment ultra important à transmettre, c'est précisément cette attention à nos biais sur le matériau artistique et aussi une attention à ce qui nous porte. Donc pas seulement dénoncer les biais qui nous fabriquent, mais aussi ce qui nous meut, comme dirait Sarah Ahmed, la manière dont on est orienté vers certains objets plutôt que d'autres, ce qui favorablement, de manière très complexe, qui est en lien avec notre psyché, mais aussi le moment social dans lequel on est pris, le mouvement politique dans lequel on est pris, va nous porter vers certaines œuvres littéraires, plastiques, de tout ordre en fait, sonores, la danse, voilà. Donc c'est vraiment un autre rayonnage de ma bibliothèque où il y a beaucoup de... Donc il y a un ouvrage phare, la New Art History, The New Art History, de Borzello. Il y a 3 auteurices, je ne me souviens plus des autres. Donc c'est ce moment-là, New Art History, et puis d'autres auteurices d'histoire visuelle qui s'inscrivent dans cette filiation. Donc ça, c'est tout un autre rayonnage. On va fureter du côté de la littérature des romans, 8.06 dans la bibliothèque de la Ville Arson, c'est un classement CDU. Donc j'ai un peu préparé quand même l'entretien avant, j'ai mis quelques livres en facing, comme on dit en bibliothèque. Et donc il y a des livres que... Voilà, je voulais voir ta réaction en face de certaines autrices, Hélène Bessette par exemple, ou sinon Charlotte Delbo. Et il y a aussi Roberto Bolaño. Ce livre incroyable que je n'arrive pas à lire. Voilà, on a eu une discussion il y a quelques temps là-dessus, sur les livres qu'on n'arrive pas à lire, ouais, qu'on recommence une centaine de fois et on finit toujours à la 40e page en détresse. Donc voilà, toi, c'est celui-là ou c'est un autre? Oui, c'est celui-là, Les Détectives Sauvages. Oui. Ouais. Donc peut-être un jour on y... Ah, je pense que je vais le lire, c'est-à-dire, il y en a d'autres comme ça. Il y a Roberto Bolaño. Alors, Roberto Bolaño, je n'arrive pas à lire parce que
l'univers est tellement masculin, l'environnement des personnages est tellement masculin et tellement caractérisé par des formes genrées que je n'arrive pas à continuer, ça me freine dans ma lecture. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Je peux lire des livres très écrits par beaucoup d'auteurs, il y en a beaucoup quand même, ce serait dommage de s'en priver, on va dire. Mais alors là, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à continuer, et malgré toute ma bonne volonté et les récits fantastiques que l'on me fait de ce livre, pour l'instant, je n'arrive pas. Sans doute, cela va me revenir entre les mains à un moment, et ce sera le bon moment. C'est une rencontre, un livre, hein, donc... Il y a Pessoa. Oui, alors là, c'est vraiment aussi très important. Pessoa, alors justement, par cette question de l'identité multipliée, quoi. Pessoa, ça a été une rencontre fabuleuse. C'est un livre... alors, ce sont des livres, mais je lis surtout Le gardeur de troupeau. C'est le nom d'un recueil produit par la NRF. Ah ben voilà, il est là, exactement. Il est en collection Poésie Gallimard. Voilà, Poésie Gallimard, exactement. Et donc, ça, c'est un livre qui m'accompagne depuis quasiment toujours. C'est-à-dire que quand j'ai découvert, ça fait 20 ans quoi, que j'ai Le gardeur de troupeau dans ma bibliothèque, qui est absolument déchiqueté, parce qu'au bout d'un moment, les pages ne tiennent plus. Et alors là, il y a un poème extraordinaire. Est-ce que j'ai le temps de chercher? J'aimerais bien lire un extrait, si tu veux bien. Bien sûr. On a parlé beaucoup d'oralité, de perception de la voix, et j'avais une question là-dessus pour toi. C'était comment tu veux placer ta voix quand tu enseignes avec les étudiants? Comment tu essaies de placer ta voix, par exemple? Alors, oui, c'est-à-dire que... Alors, malheureusement, je ne suis pas assez compétente comédienne pour moduler exactement comme je souhaiterais ma voix, mais en revanche, je sais très bien que le placement de la voix et surtout le temps dédié au silence est fondamental et crucial dans l'enseignement. La voix... alors je parlerais plutôt d'affection, c'est-à-dire qu'une voix teintée de tristesse dans l'enseignement est dramatique. C'est terrible. Je veux dire, je m'efforce en tout cas toujours d'arriver avec une joie, un étonnement et une joie, un plaisir à partager, mais aussi un plaisir des textes et des œuvres que je vais montrer. Un enthousiasme pour aller plus loin et pour se rapprocher du mysticisme, un enthousiasme pour les savoirs, quoi. Et donc c'est ce timbre-là que je cherche et que je m'efforce d'employer. Alors bien sûr, ça ne marche pas toujours. Par exemple, comme je prends un vol très très tôt le matin, que je me lève à 5 heures, parfois j'arrive au cours un peu fatiguée. Et pour ça, en fait, je commence souvent mes cours. Mon cours s'appelle Chercher avec. On commence le cours par un moment de respiration commune. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas, on se lève, on se met en rond et on pratique des exercices. On ouvre les poumons, voilà, on respire. Ça me rappelle, moi, j'ai fait un bac théâtre et on faisait ça avant chaque cours. Mais c'est très bien, c'est-à-dire que pour moi, la pensée ne peut pas être uniquement en haut du corps, dans une région qui irait du nez aux cheveux, mais la pensée et le régime sensible s'expriment dans tout le corps. Alors j'ai fait 18 ans de danse aussi. Peut-être que donc j'ai commencé dans l'enfance à sentir avec le corps. Et donc dans les cours, je le fais. Et ce qui permet de placer très différemment la voix et surtout d'établir une voix collective, c'est-à-dire le commun. Quand on fait des exercices communs, alors je fais du yoga par ailleurs, donc parfois je propose des exercices de ce qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire de respiration saccadée ou lente. Enfin, ce sont des respirations qui permettent à la fois de dégager les poumons, d'ouvrir une espèce de canal qui va du ventre au cerveau. Et quand on commence à s'exprimer après avoir fait ces exercices, on se sent plutôt bien, apaisé.
Et on a le sentiment, en tout cas moi j'ai le sentiment, et j'espère que les étudiants et étudiantes ont ce sentiment aussi, d'appartenir davantage au groupe en présence. Et donc quand la voix s'élève à ce moment-là, celle des autres ou la mienne, parce que souvent je fais parler d'abord les étudiants et étudiantes avant de parler moi-même, une sorte de... Même ce qui me semble important que leur voix soit là, qu'elles occupent l'espace du cours, hein, qu'on entende toutes les voix avant de faire un grand monologue. Je trouve ça toujours bizarre de parler autant de temps dans un espace. En plus, j'ai cette tendance à beaucoup parler, donc je me dis attention. D'abord, on écoute et après je parle. Et donc, j'essaie à ce moment-là, par ces exercices de respiration qui m'ont aussi apaisée, d'avoir une voix pleine de joie. Voilà. Bureau de tabac, 204. Alors, je vais lire tout le début et puis toute la fin. C'est un très long texte qui commence comme ça. Donc, il a été écrit en 1928. Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Donc ensuite, ce personnage se désespère, on pourrait dire. Ce personnage est empli de doutes. Et puis, voici comment ça se termine. Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac, et la réalité plausible s'abat sur moi tout soudain. Je me soulève à demi, énergique, convaincu, humain, et je vais méditer d'écrire ces vers, où c'est l'inverse que j'exprime. J'allume une cigarette en méditant de les écrire, et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome, et je goûte, en un moment sensible et compétent, la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que la métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être que je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son pantalon ? Ah, je le connais, c'est Estève. Estève sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Comme mu par un instinct sublime, Estève s'est retourné et il m'a vu. Il m'a salué de la main, je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit pour moi, sans idéal ni espérance, et le patron du bureau de tabac a souri. Est-ce qu'on n'irait pas sur une petite table que je t'ai faite, à côté de la table d'ailleurs des Coucous Futurs, le collectif antiraciste antidiscrimination de la Villa Arson. Donc en plus, ça tombe bien, je pense que tu les connais très bien. Voilà, je t'ai mis donc ton livre British Black Art. Donc c'est ta thèse, hein, c'est ça ? Non. Pas du tout. Alors oui, on pense souvent que c'est ma thèse. En fait, donc j'ai écrit ma thèse dans une orientation cultural studies très empreinte de sociologie. Et quelques années plus tard, en rencontrant Sonia Boyce, en faisant partie d'un groupe de recherche Arts and Humanity Research Council, donc un groupe de recherche financé, un laboratoire qui s'appelait Black Artists and Modernism, je me suis rendu compte que j'avais un biais extrêmement sociologique et qu'il était aussi très important de parler des œuvres pour elles-mêmes. Et donc le livre que j'ai choisi de publier ensuite, j'avais des discussions avec la directrice des éditions de d'Ivoire qui précisément m'a appelé à publier ma thèse. Et je lui ai dit, moi ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas publier ma thèse, qui est d'ailleurs en 3 volets et que je m'apprête à publier aux presses universitaires de Vincennes, mais de publier un texte qui reprend des éléments d'un chapitre de ma thèse dédié au Black Art,
mais en choisissant quelques œuvres, vraiment qui tiennent sur les doigts d'une main, et en les analysant pour elles-mêmes. Et donc c'est ce que j'ai fait dans ce petit livre il y a quelques années. Alors sur cette table, il y a aussi le livre dont je parlais ce matin, enfin plutôt, Art et mondialisation, avec le mot décentrement qui était vraiment important pour moi d'ajouter. Et dans ce livre, il y a aussi une grande carte. C'est un schéma que j'ai fait avec Stéphanie Dadour et Annabella Tournon, et qui reprend des termes récurrents dans cette histoire de la pensée de la mondialisation. Donc on y trouve représentation, politique culturelle noire, normalisation, universalisme, européanisation, cosmopolitisme, genre, subalterne, périphérie, centre, hégémonie, inconscient colonial, hybridité, créolisation, diversité, différence, tous des termes qui ont circulé beaucoup dans cette histoire de la pensée du décentrement. À côté, il y a un livre, c'est un catalogue qui a été fait sur l'artiste Rachid Harin, une rétrospective curatée par Nick Aikens. Donc Rachid Harin est un artiste crucial en fait des années 70 à aujourd'hui, et je dirais qu'il manque des textes entre art et mondialisation et Rachid Harin. C'est un catalogue très important. Je crois qu'il est dans la bibliothèque, qui s'appelle The Other Story. Et The Other Story, c'est un des catalogues que je consulte le plus aussi, puisque c'est une exposition qui est réalisée par Rachid Harin en 1989, dans lequel il assemble toute une pensée du British Black Art, toute une pensée de l'art britannique, ce qu'on dirait aujourd'hui de personnes racisées, et qui est un contrepoint à l'exposition Les Magiciens de la Terre, qui est réalisée au Centre Pompidou. Et c'est un catalogue vraiment hyper important pour moi. Alors on trouve sur la table d'autres livres. Alors il y a celui de Catherine Schrebel, une monographie de Catherine Schrebel. Catherine Schrebel, j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans dans l'école. Et on est en train de faire un livre ensemble qui s'appelle Les fourmis marchant de sens, et que j'ai vraiment envie de voir publier. Il y a aussi un catalogue de l'exposition réalisée avec Nikolaus Gansterer, qui était venu en résidence, et qui s'appelle Connotation. Et donc ça ouvre en fait un autre pan de ma bibliothèque personnelle et de mes questionnements très récents, je dirais depuis 2019, autour de ces liens entre perception, état modifié de présence et autre généalogie artistique qu'on retrouve dans le catalogue qui jouxte celui de Connotation, qui est Hippie Modernism. C'est-à-dire, alors je dois dire qu'à la naissance de mon enfant, Maïva, je me suis beaucoup interrogée sur les états modifiés de présence, puisque les états de postpartum me mettaient dans des états de fatigue tels et d'épuisement que je commençais à voir des choses, à ressentir des choses, tout comme l'état de grossesse qui m'avait donné le sentiment d'une superpuissance. Et donc, je me suis remise, puisque c'était là dans l'enfance, on partage, beaucoup de personnes partagent dans l'enfance des désirs vers le mysticisme, s'interrogent sur ce qu'il y a dans l'inconscient, mais aussi au-delà du visible. Et donc, j'ai réouvert en fait ces questions-là qui étaient mises de côté pendant 10 ans avec cet ancrage dans les cultural studies, hein, donc plutôt dans le tangible, dans l'espace. Voilà, on peut toucher du doigt avec une analyse des rapports de force. Je me suis mise plutôt à m'intéresser aux forces inconscientes. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est trop lié à l'histoire de la psychanalyse et à Freud en particulier. Tandis que moi je m'intéresse à toutes les formes de savoir. Il y a un très beau livre
Méziane. Voilà, l'auteur s'appelle Méziane, Au bord des mondes, qui propose de refonder une anthropologie sur les invisibles. Et donc, il met en question, par exemple, le mot de croyance qui est connoté négativement, pour dire, mais quels sont tous les savoirs disponibles auxquels l'Occident a accordé la place du mépris, quoi. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, puisqu'il me semble que dans le champ de l'art, et en particulier, c'est quelque chose que je vis beaucoup, par exemple en galerie d'essai, quand on rendez-vous individuel avec des étudiants et étudiantes, quand on parle d'œuvres en train de se faire, quand on parle de projets artistiques, quand on parle de travaux en cours, parfois on a une forme d'intuition, une acuité sur le travail, on voit, on imagine, peut-être qu'on projette, une suite ou une trajectoire, et c'est précisément mon rôle en fait que de proposer un panel de trajectoires possibles, non pas dans la continuité du geste fait par l'étudianteux, mais plutôt dans des lectures, dans des œuvres à voir, dans un assemblage d'univers possibles qui permettent de continuer, d'affiner le travail en cours. Et donc cette acuité, je l'associe aussi à ces savoirs invisibles, c'est-à-dire qu'on a des formes de tension vers des choses, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai développé un cours, donc cherché avec... cette année est dédiée aux affects et aux états modifiés de présence. Et donc, je me suis mise à lire toute cette littérature d'anthropologie, sur le chamanisme, la sorcellerie, Jeanne Favre-Saada, Guédon, mais aussi des ouvrages que lisent les étudianteux aujourd'hui, c'est-à-dire Vinciane Desprez, Haraway, alors que je lisais déjà avant, mais c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'écosophie, et donc toute la pensée du vivant et la pensée de l'anthropologie qui se rencontrent. Donc je cherche le nom de deux auteuristes que j'aime beaucoup. Il y a Charles Stepanov, et aussi Natacha Martin. Donc là, voilà, ça c'est une autrice par exemple qui est beaucoup lue par les étudianteux, et dont je partage l'intérêt, c'est-à-dire que ce soit Val Plumwood ou Natacha Martin, on est vraiment dans une littérature très contemporaine qui relie un intérêt pour les sciences sociales, l'anthropologie, avec une remise en cause de la pensée rationnelle, c'est-à-dire la distinction entre monde visible et monde invisible, l'idée qu'on ne pourrait parler que de ce qu'on voit et pas de ce qu'on ne voit pas, et sans pour autant aller vers la psychanalyse. Voilà, donc ça c'est une autre partie de ma bibliothèque dans laquelle on retrouve des catalogues aussi, comme les tremblements de la Terre. Je suis absolument pas sûre du titre, mais c'est une grosse exposition qui avait eu lieu au Centre Pompidou-Metz, qui est aussi magnifique et qui relie toute l'histoire du sublime à grande histoire des catastrophes, à la pensée de l'écologie contemporaine. Je te propose d'aller voir une autre bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque des livres oubliés, des livres mis à la cave, c'est-à-dire la réserve de la bibliothèque. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Et du coup, là-bas, j'ai quelques livres à te montrer, et peut-être ça évoquera quelque chose pour Super. toi. Alors, on sort de la bibliothèque, on est dans le hall de la Villa Arson. Et on va descendre à la réserve. Voilà, on rentre dans la réserve. Il fait 21 degrés. Le taux d'humidité est à 55. Donc, sur notre gauche, il y a tout un pan avec des diapositives, des boîtes de diapos. Là, on est sur un fond, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, je peux te dire parce que j'ai un peu regardé. Donc il y a une classification de diapos d'artistes qui traversent les siècles.
Et c'est le fonds de travail de Paul Sussman qui a enseigné pendant quelques années à l'école et dont on m'avait parlé avec bonheur des cours. C'est-à-dire qu'apparemment c'était des cours extraordinaires, passionnants. Et il me racontait qu'il allait photographier. Donc il n'y avait pas encore les outils contemporains, hein, donc il n'y avait pas de projecteur et de clé USB. Et donc il allait prendre des photos d'œuvres moins connues. Il faisait un travail de détail, hein, pour produire des cours de qualité. Donc c'est une histoire de l'art chronologique, hein, qui apparaît dans ces boîtes. Et très détaillée. Il me semble que c'est de la préhistoire à nos jours. La réserve contient à peu près 20 000 documents. La bibliothèque au-dessus en contient aussi à peu près 20 000. Il y a 40 000 documents au sein de la bibliothèque de la Villa Arson. Et là, en réserve, il y a donc les monographies sont classées en RES réserve M. Et en 2210, on doit trouver un livre qui t'intéresse. J'espère qu'il est là. Il doit être là. Il est sous un tas là. Ah, c'est ouais. le Boyce. Ouais. Enfin, c'est 2210, c'est le Boyce. C'est le livre que j'ai dont j'ai fait la direction pour la villa. Donc, quand je suis arrivée à l'école en 2013, j'ai présenté mon travail et le directeur de l'époque m'a dit Sonia Boyce est une artiste passionnante, est-ce que vous voudriez réaliser une exposition sur son travail, une exposition rétrospective? Alors là, je me disais, c'est un petit peu trop pour commencer, puisque je n'avais pas du tout de passé de curatrice. Et donc j'ai proposé, puisque l'école est aussi un centre d'expérimentation, de création de nouvelles œuvres, d'inviter Sonia Boyce en résidence et de l'accompagner dans la production d'une nouvelle pièce. C'est ce qui s'est passé. Donc on a fait une exposition Paper Tiger Sub Theater en 2016 dans la Galerie Carré, qui était une exposition relatant le workshop qu'elle avait donné avec les étudiantes de l'école et qui avait donné lieu à beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements sur la forme, beaucoup de questions sur les contrats, le rapport aux participants et participantes. Et puis, à la suite de quoi, on n'a pas fait un catalogue de l'expo, mais plutôt une édition de son travail. Donc ça fait pas office de rétrospective, mais c'est néanmoins une analyse de toute sa production de vidéos, films, performances, qui est une autre partie de sa production, parce qu'elle était davantage connue par ses peintures, ses grands dessins, qui ont été acquis par la Tate Britain très tôt, en fait, quand elle avait une vingtaine d'années. Et donc on a associé Sonia Boyce beaucoup à cette trajectoire de grands dessins. Et moi, j'avais envie de montrer cette période plus contemporaine. Et j'ai demandé à Alison Thompson, à David Baderman, d'écrire un texte et de republier un texte de cette critique d'art britannique très importante, Jean Fisher, sur For You, Only You. Voilà, donc on a fait ce texte avec Céline Chazaviel, qui a occupé le poste de directrice responsable des éditions de la Villa Arson pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à quelques mois. Jusqu'à très récemment. Voilà, et donc on a fait ce livre-là. Super. Il nous reste 7 minutes. On va tenter d'aller chercher la cote T856. Alors, pour vous expliquer, c'est des rayonnages avec de grandes manivelles qu'on tourne et tourne. On va parler de l'odeur, une très bonne odeur aussi, de livres. Alors, un mélange de papier, un peu d'humidité, de moisi. On sent que les poissons d'argent ne sont pas loin, même si on les combat
vivement. Alors voilà, on arrive sur la zone des thés, donc les livres de théorie. Alors ils sont un peu dispatchés, bien sûr, on n'est pas dans le bon rayonnage. On va falloir... On est pris par le temps, là, c'est ça? on est pris par le temps. Et... Ça devient un jeu. Dis-moi. 6 minutes. Je ne sais pas ce qu'on cherche. Il y a un suspense là. Et on va finir sur un Georges Lapassade. Ah oui, Georges Lapassade. Super. Ah bah je suis très contente. Je m'inquiétais un peu. Je me demandais ce que tu allais me sortir de cette nuit. Alors Georges Lapassade, c'est un enseignant à Paris 8 qui a une carrière absolument extraordinaire et variée dans ses objets d'études. Qui s'est intéressé. Alors là, on a clé pour la sociologie, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Georges Lapassade, c'est tout son intérêt pour la transe. Il s'est intéressé à la tarentelle comme forme d'état modifié de présence en Italie. Il a relancé tout un cycle d'intérêt sur ce rituel, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la tarentelle, mais c'est un lien avec à la fois la culture populaire, à la fois l'histoire du travail et l'état de transe comme accès, dépassement d'une contrainte qu'on retrouve dans beaucoup d'états de transe. En fait, c'est un mouvement d'émancipation, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la transe, c'est qu'il y a une valeur émancipatrice. Et Georges Lapassade a assisté à énormément de mouvements, de types de rituels, que ce soit au Maroc ou ailleurs, sur la transe. Et il a écrit donc ces livres qui relient. En fait, il commençait à penser une pédagogie qui, notamment il s'était intéressé à la dissociation, qui dépasserait la façon normative de penser la dissociation, de la pathologiser, pour au contraire montrer qu'il y avait des outils d'émancipation dans cet accès à des savoirs invisibles qui serait peut-être intéressant d'adopter dans la pédagogie française, enfin en Europe quoi. Et c'est un chemin que je suis en train d'emprunter. Alors, je mets pas les étudiants et étudiantes en état de transe, hein, que tout le monde se rassure. Mais par contre, j'invite beaucoup d'artistes qui utilisent... alors, ça peut être la transe, mais ça peut être aussi d'autres outils, kinesthésiques et autres. Je montrais le film de Simon Ripoll-Hurier cette semaine, le Signal Line, où on parle de remote viewing. J'ai fait venir Myriam Lefkowitz. Je m'intéresse au travail d'Anna Vass, des artistes très contemporains qui s'intéressent à... et donc Paul Pi va venir faire un workshop aussi d'une semaine, chorégraphe, qui s'intéresse à des savoirs invisibles. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sophie de nous avoir évoqué ta bibliothèque personnelle et aussi toutes les bibliothèques qui te constituent. Et il y en a sans doute bien d'autres. Il y en a bien d'autres, c'est vrai. Avec toi, on pourrait rester des heures à en parler. Malheureusement, c'est la batterie qui décide. C'était super. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation.